Bonjour, je suis très contente aujourd'hui de commencer le livre de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. J'ai pas eu l'occasion de le lire pour le moment, donc je vais le découvrir en même temps que vous, si vous écoutez ce livre, j'imagine. Voyage au centre de la Terre, Jules Verne. Chapitre 1. Le 24 mai 1863, un dimanche, mon oncle, le professeur Lidenbrock, revint précipitamment vers sa petite maison située au numéro 19 de Konigstrasse, l'une des plus anciennes rues du vieux quartier de Hambourg. La bonne, Marthe, dut se croire fort en retard, car le dîner commençait à peine à chanter sur le fourneau de la cuisine. « Bon, me dis-je, si la faim, mon oncle, qui est le plus impatient des hommes, va pousser des cris de détresse. » Déjà, monsieur Lidenbrock, s'écria la bonne Marthe, stupéfaite, en entrebâillant la porte de la salle à manger. Oui, Marthe, mais le dîner a le droit de ne point être cuit, car il n'est pas 2 heures. La demie vient à peine de sonner à Saint-Michel. Alors, pourquoi monsieur Lidenbrock rentre-t-il? Il nous le dira, vraisemblablement. Le voilà. Je me sauve, monsieur. Axel, vous lui ferez entendre raison. Et la bonne Marthe regagna son laboratoire culinaire. Je restais seul, mais de faire entendre raison au plus irascible des professeurs, c'est ce que mon caractère un peu indécis ne me permettrait pas. Aussi, je me préparais à regagner prudemment ma petite chambre du haut, quand la porte de la rue cria sur ses gonds. Des grands pieds firent craquer l'escalier de bois, et le maître de la maison, traversant la salle à manger, se précipita aussitôt dans son cabinet de travail. Mais, pendant ce rapide passage, il avait jeté dans un coin sa canne à tête de casse-noisette, sur la table son large chapeau à poils rebroussés, et à son neveu ces paroles retentissantes. « Axel, suis-moi !» Je n'avais pas eu le temps de bouger que le professeur me criait déjà avec un vif accent d'impatience. « Eh bien, tu n'es pas encore ici !» Je m'élançai dans le cabinet de mon redoutable maître. Otto Lidenbrock n'était pas un méchant homme, j'en conviens volontiers, mais, à moins de changements improbables, il mourra dans la peau d'un terrible original. Il était professeur au Johannaeum et faisait un cours de minéralogie pendant lequel il se mettait régulièrement en colère une fois ou deux. Non point qu'il se préoccupât d'avoir des élèves assidus à ses leçons, ni de degré d'attention qu'il lui accordait, ni du succès qu'il pouvait obtenir par la suite. Ces détails ne l'inquiétaient guère. Il professait subjectivement, suivant une expression de la philosophie allemande, pour lui et non pour les autres. C'était un savant égoïste, un puits de science dont la poulie grinçait quand on en voulait tirer quelque chose. En un mot, un avare. Il y a quelques professeurs de ce genre en Allemagne. Mon oncle, malheureusement, ne jouissait pas d'une extrême facilité de prononciation, sinon dans l'intimité, au moins quand il parlait en public, et c'est un défaut regrettable chez un orateur. En effet, dans ses démonstrations au Johannaeum, souvent, le professeur s'arrêtait court. Il luttait contre un mot récalcitrant qui ne voulait pas glisser entre ses lèvres, un de ces mots qui résistent, se gonflent et finissent par sortir sous la forme peu scientifique d'un juron. De là, grande colère. Or, il y a en minéralogie bien des dénominations semi-grecques, semi-latines, difficiles à prononcer, de ces rudes appellations qui écorcheraient les lèvres d'un poète. Je ne veux pas dire du mal de cette science, loin de moi, mais lorsqu'on se trouve en présence des cristallisations rhomboédriques, des résines rétine-asphalte, des gélénites, des phangastites, des molybdates de plomb, des tungstates de manganèse et des titaniates de zircone, il est permis à la langue la plus adroite de fourcher. Donc, dans la ville, on connaissait cette pardonnable infirmité de mon oncle, et on en abusait, et on l'attendait au passage dangereux, et il se mettait en fureur, et l'on riait, ce qui n'est pas de bon goût, même pour des Allemands.
et s'il avait toujours grande affluence d'auditeurs au cours de Lidenbrock, combien les suivaient assidûment qui venaient surtout pour se dérider aux belles colères du professeur. Quoi qu'il en soit, mon oncle, je ne saurais trop le dire, était un véritable savant. Bien qu'il cassât parfois ses échantillons, à les essayer trop brusquement, il joignait au génie du géologue l'œil du minéralogiste. Avec son marteau, sa pointe d'acier, son aiguille aimantée, son chalumeau et son flacon d'acide nitrique, c'était un homme très fort. À la cassure, à l'aspect, à la dureté, à la fusibilité, au son, à l'odeur, au goût du minéral quelconque, il le classait sans hésiter parmi les 600 espèces que la science compte aujourd'hui. Aussi, le nom de Lidenbrock retentissait avec honneur dans les gymnases et les associations nationales. M. Humphrey Davy, de Humboldt, les capitaines Franklin et Sabine ne manquèrent pas de lui rendre visite à leur passage à Hambourg. M. Becquerel, Ebenman, Brewster, Dumas, Milne Ward, Sinclair Deville aimaient à le consulter sur des questions des plus palpitantes de la chimie. Cette science lui devait d'assez belles découvertes, et en 1853, il avait paru à Leipzig un traité de la cristallographie transcendante par le professeur Otto Lidenbrock, grand in-folio, avec planche, qui, cependant, ne fit pas ses frais. Ajoutez à cela que mon oncle était conservateur du musée minéralogique de M. Struve, ambassadeur de Russie, précieuse collection d'une renommée européenne. Voilà donc le personnage qui m'interpellait avec tant d'impatience. Représentez-vous un homme grand, maigre, d'une santé de fer et d'un blond juvénile qui lui ôtait 10 bonnes années à sa cinquantaine. Ses gros yeux roulaient sans cesse derrière des lunettes considérables. Son nez, long et mince, ressemblait à une lame affilée. Les méchants prétendaient même qu'il était aimanté et qu'il attirait la limaille de fer. Pure calomnie. Il n'attirait que le tabac, mais en grande abondance, pour ne point mentir. Quand j'aurais ajouté que mon oncle faisait des enjambées mathématiques d'une demi-toise, et si je dis qu'en marchant il tenait ses poings solidement fermés, signe d'un tempérament impétueux, on le connaîtra assez pour ne pas se montrer friand de sa compagnie. Il demeurait dans sa petite maison du Konistras, une habitation moitié brique, moitié bois, à pignons dentelés. Elle donnait sur l'un de ces canaux sinueux qui se croisent au milieu du plus ancien quartier de Hambourg, que l'incendie de 1842 a heureusement respecté. La vieille maison penchait un peu, il est vrai, et tendait le ventre aux passants. Elle portait son toit incliné sur l'oreille, comme une casquette d'un étudiant de la Tugendblöd. L'aplomb de ses lignes laissait à désirer, mais, en somme, elle se tenait bien grâce à un vieil orme vigoureux encastré dans sa façade, qui poussait au printemps ses bourgeons en fleurs à travers les vitraux des fenêtres. Mon oncle ne laissait pas d'être riche, pour un professeur allemand. La maison lui appartenait en toute propriété, contenant et contenu. Le contenu, c'était sa filleule Groben, jeune virlandaise de 17 ans, la bonne Marthe et moi. En ma double qualité de neveu et d'orphelin, je devins son aide préparateur dans ses expériences. J'avouerai que je mordis avec appétit aux sciences généalogiques. J'avais du sang de minéralogiste dans les veines, et je ne m'ennuyais jamais en compagnie de mes précieux cailloux. En somme, on pouvait vivre heureux dans cette maisonnette de Konistras, malgré les impatiences de son propriétaire, car, tout en s'y prenant d'une façon un peu brutale, celui-ci ne m'en aimait pas moins. Mais cet homme-là ne savait pas attendre, et il était plus pressé que nature. Quand, en avril, il avait planté dans les pots en faïence de son salon des pieds de réséda et de volubilis, chaque matin, il allait régulièrement les tirer par les feuilles afin de hâter leur croissance. Avec un pareil original, il n'y avait qu'à obéir. Je me précipitai donc dans son cabinet. Chapitre 2. Ce cabinet était un véritable musée. Tous les échantillons du règne minéral s'y trouvaient étiquetés avec l'ordre le plus parfait, suivant les 3 grandes divisions des minéraux inflammables, métalliques et lithoïdes.
comme je les connaissais, ces bibelots de la science minéralogique. Que de fois, au lieu de muser avec des garçons de mon âge, je m'étais plu à épousseter ces graphites, ces anthracites, ces houilles, ces lignites, ces tourbes. Et les bitumes, les résines, les sels organiques qu'il fallait préserver du moindre atome de poussière. Et ces métaux, depuis le fer jusqu'alors, dont la valeur relative disparaissait devant l'égalité absolue des spécimens scientifiques. Et toutes ces pierres qui eussent suffi à reconstruire la maison de Conistras, même avec une belle chambre de plus, dont je me serais si bien arrangé. Mais en entrant dans le cabinet, je ne songeais guère à ces merveilles. Mon oncle, seul, occupait ma pensée. Il était enfoui dans son large fauteuil garni de velours d'Utrecht et tenait entre les mains un livre qu'il considérait avec la plus profonde admiration. « Quel livre, quel livre !» s'écriait-il. Cette exclamation me rappela que le professeur Lidenbrock était aussi bibliomane à ses moments perdus. Mais un bouquin n'avait pas de prix à ses yeux qu'à la condition d'être introuvable, ou tout au moins illisible. « Eh bien, me dit-il, tu ne vois donc pas, mais c'est un trésor inestimable que j'ai rencontré ce matin en furetant dans la boutique du juif Évelius. »« Magnifique, répondis-je avec un enthousiasme de commande. En effet, à quoi bon ce fracas pour un vieil in-quarto dont le dos et les plats semblaient faits d'un veau grossier? Un bouquin jaunâtre auquel pendait un signet décoloré? Cependant, les interjections admiratives du professeur ne discontinuaient pas. « Vois, disait-il, en se faisant à lui-même demande et réponse. Est-ce assez beau? Oui, c'est admirable. Et quelle reliure! Ce livre s'ouvre-t-il facilement? Oui, car il reste ouvert à n'importe quelle page. Mais se referme-t-il bien? Oui, car la couverture et les feuilles forment un tout bien uni, sans se séparer, ni bâiller en aucun endroit. Et ce dos qui n'offre pas une seule brisure après 700 ans d'existence. Ah! Voilà une reliure dont Bozerian, Claus ou Purgold eussent été fiers. » En parlant ainsi, mon oncle ouvrait et fermait successivement le vieux bouquin. Je ne pouvais faire moins que de l'interroger sur son contenu, bien que cela ne m'intéressât aucunement. « Et quel est donc le titre de ce merveilleux volume ?» demandai-je avec un empressement trop enthousiaste pour n'être pas fin. « Cet ouvrage, répondit mon oncle en s'animant, c'est l'Heimskringla de Snorre Sturluson, le fameux auteur islandais du XVIIe siècle. XIIe siècle, pardon. C'est la chronique des princes norvégiens qui régnèrent en Islande. « Vraiment ?» m'écriai-je de mon mieux, et sans doute, c'est une traduction en langue allemande. « Bon, riposta vivement le professeur, une traduction? Et qu'en ferais-je de ta traduction? Qui se soucie de ta traduction? Ceci est un ouvrage original en langue islandaise, ce magnifique idiome, riche et simple à la fois, qui autorise les combinaisons grammaticales les plus variées et de nombreuses modifications de mots. »« Comme l'allemand, insinuai-je avec assez de bonheur. »« Oui, répondit mon oncle en haussant les épaules, sans compter que la langue islandaise admet 3 genres comme le grec et décline les noms propres comme le latin. »« Ah !» fis-je un peu ébranlé dans mon indifférence. « Et les caractères de ce livre sont-ils beaux ?»« Des caractères ! Qui te parle de caractères, malheureux Axel? Il s'agit bien de caractères. Ah, tu prends cela pour un imprimé. Mais, ignorant, c'est un manuscrit, et un manuscrit runique. »« Runique ? Oui. Vas-tu me demander maintenant de t'expliquer ce mot ? » ?»« Je m'en garderai bien, répliquai-je avec l'accent d'un homme blessé dans son amour-propre. Mais mon oncle continua de plus belle et m'instruisit, malgré moi, de choses que je ne tenais guère à savoir. « Les runes, reprit-il, étaient les caractères d'écriture usités autrefois en Islande, et, suivant la tradition, ils furent inventés par Odin lui-même. Mais regarde donc, admire donc, impie, ces types qui sont sortis de l'imagination de Dieu. » Ma foi, faute de réplique, j'allais me prosterner, genre de réponse qui doit plaire aux dieux comme au roi, car elle a l'avantage de ne jamais embarrasser quand un incident vint détourner le cours de la conversation. Ce fut l'apparition d'un parchemin crasseux qui glissa du bouquin
et tomba à terre. Mon oncle se précipita sur ce brimborion avec une avidité facile à comprendre. Un vieux document, enfermé depuis un temps immémorial dans un vieux livre, ne pouvait manquer d'avoir un haut prix à ses yeux. « Qu'est-ce que cela » s'écria-t-il. Et, en même temps, il déployait soigneusement sur sa table un morceau de parchemin long de 5 pouces, large de 3, et sur lequel s'allongeaient en ligne transversale des caractères de grimoire. En voici le fac-similé exact. Je tiens à faire connaître ces signes bizarres, car ils amenèrent le professeur Lidenbrock et son neveu à entreprendre la plus étrange expédition du XIXe siècle. Entre parenthèses, image d'un cryptogramme. Le professeur considéra pendant quelques instants cette série de caractères. Puis, il dit en relevant ses lunettes. « C'est du runique. Ces types sont absolument identiques à ceux du manuscrit de Snorre Sturluson. Mais qu'est-ce que cela peut signifier ?» Comme le runique me paraissait être une invention de savants pour mystifier le pauvre monde, je ne fus pas fâché de voir que mon oncle n'y comprenait rien. Du moins, cela me sembla ainsi au mouvement de ses doigts qui commençaient à s'agiter terriblement. « C'est pourtant du vieil islandais » murmurait-il entre ses dents. Et le professeur Lidenbrock devait bien s'y connaître, car il passait pour être un véritable polyglotte. Non pas qu'il parlât couramment les 2000 langues et 4000 idiomes employés à la surface du globe, mais enfin, il en savait sa bonne part. Il allait donc, en présence de cette difficulté, se livrer à toute l'impétuosité de son caractère, et je prévoyais une scène violente, quand 2 heures sonnèrent au petit cartel de la cheminée. Aussitôt, la bonne Marthe ouvrit la porte du cabinet en disant « La soupe est servie. »« Au diable la soupe !» s'écria mon oncle, « et celle qui l'a faite, et ceux qui la mangeront. » Marthe s'enfuit. Je volai sur ses pas, et sans savoir comment, je me trouvai assis à ma place habituelle dans la salle à manger. J'attendis quelques instants. Le professeur ne vint pas. C'était la première fois, à ma connaissance, qu'il manquait à la solennité du dîner. Et quel dîner, cependant! Une soupe au persil, une omelette au jambon relevé d'oseille à la muscade, une longe de veau à la compote de prunes, et, pour dessert, des crevettes au sucre, le tout arrosé d'un joli vin de la Moselle. Voilà ce qu'un vieux papier allait coûter à mon oncle. Ma foi, en qualité de neveu dévoué, je me crus obligé de manger pour lui, en même temps que pour moi, ce que je fis en conscience. « Je n'ai jamais vu chose pareille, » disait la bonne Marthe. « Monsieur Lidenbrock, qui n'est pas à table. » C'est à ne pas le croire. Cela présage quelque événement grave, reprenait la vieille servante en hochant la tête. Dans mon opinion, cela ne présageait rien, sinon une scène épouvantable quand mon oncle trouverait son dîner dévoré. J'en étais à ma dernière crevette, lorsqu'une voix retentissante m'arracha aux voluptés du dessert. Je ne fis qu'un bond de la salle dans le cabinet. Chapitre 3. C'est évidemment du runique, disait le professeur en fronçant le sourcil, mais il y a un secret, et je le découvrirai, sinon... Un geste violent acheva sa pensée. « Mets-toi là, ajouta-t-il en m'indiquant la table du poing, et écris. » En un instant, je fus prêt. « Maintenant, je vais te dicter chaque lettre de notre alphabet qui correspond à l'un des caractères islandais. Nous verrons ce que cela donnera. Mais, par Saint-Michel, garde-toi bien de te tromper. » La dictée commença. Je m'appliquai de mon mieux. Chaque lettre fut appelée l'une après l'autre et forma l'incompréhensible succession de mots suivants. Mrsnre, ersr, lexegj, estemfnfne untief, nietkrt, samarstrat, sardinstale unuaek, rilsla, adver, nuskrfsmun, ielb, skrekmi, eut, frontu, dakyak, oisebo, kédier. Quand ce travail fut terminé, mon oncle prit vivement la feuille sur laquelle je venais d'écrire et l'examina longtemps avec attention. « Qu'est-ce que cela veut dire » répétait-il machinalement.
Sur l'honneur, je n'aurais pas pu le lui apprendre. D'ailleurs, il ne m'interrogea pas à cet égard, et il continua de se parler à lui-même. « C'est ce que nous appelons un cryptogramme, disait-il, dans lequel le sens est caché sous des lettres brouillées à dessein, et qui, convenablement disposées, formerait une phrase intelligible. Quand je pense qu'il y a là peut-être l'explication ou l'indication d'une grande découverte. » Pour mon compte, je pensais qu'il n'y avait absolument rien. Mais je gardais prudemment mon opinion. Le professeur prit alors le livre et le parchemin et les compara tous les deux. « Ces deux écritures ne sont pas de la même main, dit-il. Le cryptogramme est postérieur au livre, et j'en vois tout d'abord une preuve irréfragable. En effet, la première lettre est une double M qu'on chercherait vainement dans le livre de Tullerson, car elle ne fut ajoutée à l'alphabet islandais qu'au XIVe siècle. Ainsi donc, il y a au moins 200 ans entre le manuscrit et le document. Cela, j'en conviens, me parut assez logique. Je suis donc conduit à penser, reprit mon oncle, que l'un des possesseurs de ce livre aura tracé ces caractères mystérieux. Mais qui diable était ce possesseur? N'aurait-il point mis son nom à quelque endroit de ce manuscrit? Mon oncle releva ses lunettes, prit une forte loupe et passa soigneusement en revue les premières pages du livre. Au verso de la seconde, celle du faux titre, il découvrit une sorte de macule qui faisait à l'œil l'effet d'une tache d'encre. Cependant, en y regardant de près, on distinguait quelques caractères à demi effacés. Mon oncle comprit de là que là était le point intéressant. Il s'acharna donc sur la macule, et, sa grosse loupe aidant, il finit par reconnaître les signes que voici. Caractère runique qu'il lut sans hésiter. Image d'un cryptogramme. « Arne Saknussemm » s'écria-t-il d'un ton triomphant. « Mais c'est un nom, cela, et un nom islandais encore, celui d'un savant du XVIe siècle, d'un alchimiste célèbre. » Je regardai mon oncle avec une certaine admiration. « Ces alchimistes, reprit-il, Avicenne, Bacon, Lulle, Paracels, étaient des véritables, les seuls savants de leur époque. Ils ont fait des découvertes dont nous avons le droit d'être étonnés. Pourquoi ce Saknussemm n'aurait-il pas enfoui sous cet incompréhensible cryptogramme quelque surprenante invention? Cela doit être ainsi. Cela est. » L'imagination du professeur s'enflammait à cette hypothèse. Sans doute, osai-je répondre, mais quel intérêt pouvait avoir ce savant à cacher ainsi quelque merveilleuse découverte? Pourquoi? Eh, le sais-je. Galilée n'en a-t-il pas agi ainsi pour Saturne? D'ailleurs, nous verrons bien. J'aurai le secret de ce document, et je ne prendrai ni nourriture ni sommeil avant de l'avoir deviné. Oh, pensai-je. Ni toi non plus, Axel, reprit-il. Diable, me dis-je, il est heureux que j'aie dîné pour deux. Et d'abord, fit mon oncle, il faut trouver la langue de ce chiffre. Cela ne doit pas être difficile. À ces mots, je relevai vivement la tête. Mon oncle reprit son soliloque. Rien n'est plus aisé. Il y a dans ce document 132 lettres qui donnent 79 consonnes contre 53 voyelles. Or, c'est à peu près suivant cette proportion que sont formés les mots dans la langue méridionale, tandis que les idiomes du Nord sont infiniment plus riches en consonnes. Il s'agit donc d'une langue du Midi. Ces conclusions étaient fort justes. Mais quelle est cette langue? C'est là que j'attendais mon savant, chez lequel cependant je découvrais un profond analyste. Ce Saknussemm, reprit-il, était un homme instruit. Or, dès qu'il n'écrivait pas dans sa langue maternelle, il devait choisir de préférence la langue courante entre les esprits cultivés du XVIe siècle, je veux dire le latin. Si je ne me trompe, je pourrais essayer de l'espagnol, du français, de l'italien, du grec, de l'hébreu. Mais les savants du XVIe siècle écrivaient généralement en latin. J'ai donc le droit de dire a priori, ceci est du latin. Je sautai de ma chaise. Mes souvenirs de latiniste se révoltaient contre la prétention que cette suite de mots baroques pût appartenir à la douce langue de Virgile. « Oui, du latin, reprit mon oncle, mais du latin brouillé. » À la bonne heure, pensai-je.
Si tu le débrouilles, tu seras fin, mon oncle. Examinons bien, dit-il en reprenant la feuille sur laquelle j'avais écrit. Voilà une série de 132 lettres qui se présentent sous un désordre apparent. Il y a des mots où les consonnes se rencontrent seules, comme le premier, M.RN2LS, d'autres où les voyelles, au contraire, abondent, le cinquième par exemple, UNTEIEF, ou l'avant-dernier, Osebo. Or, cette disposition n'a évidemment pas été combinée. Elle est donnée mathématiquement par la raison inconnue qui a présidé à la succession de ces lettres. Il me paraît certain que la phrase primitive a été écrite régulièrement, puis retournée, suivant une loi qu'il faut découvrir. Celui qui posséderait la clé de ce chiffre le lirait couramment. Mais quelle est cette clé? Axel, as-tu cette clé? À cette question, je ne répondis rien, et pour cause. Mes regards s'étaient arrêtés sur un charmant portrait suspendu au mur, le portrait de Gros Ben. La pupille de mon oncle se trouvait alors à Altona, chez une de ses parentes, et son absence me rendait fort triste, car, je puis l'avouer maintenant, la jolie Virlandaise et le neveu du professeur s'aimaient avec toute la patience et toute la tranquillité allemande. Nous nous étions fiancés à l'insu de mon oncle, trop géologue pour comprendre de pareils sentiments. Grauben était une charmante jeune fille blonde aux yeux bleus, d'un caractère un peu grave, d'un esprit un peu sérieux. Mais elle ne m'en aimait pas moins. Pour mon compte, je l'adorais, si toutefois ce proverbe existe dans la langue tudesque. L'image de ma petite Virlandaise me rejeta donc en un instant du monde des réalités dans celui des chimères, dans celui des souvenirs. Je revis la fidèle compagne de mes travaux et de mes plaisirs. Elle m'aidait à ranger chaque jour les précieuses pierres de mon oncle. Elle les étiquetait avec moi. C'était une très forte minéralogiste que mademoiselle Grauben. Elle aimait à approfondir les questions ardues de la science. Que de douces heures nous avions passées à étudier ensemble, et combien j'enviais souvent le sort de ces pierres insensibles qu'elle maniait de ses charmantes mains. Puis, l'instant de la récréation venu, nous sortions tous les deux, nous prenions par des allées touffues de l'Alster, et nous nous rendions de compagnie au vieux moulin goudronné, qui fait si bon effet à l'extrémité du lac. Chemin faisant, on causait en se tenant par la main. Je lui racontais des choses dont elle riait de son mieux. Il arrivait ainsi jusqu'au bord de l'Elbe, et, après avoir dit bonsoir aux cygnes qui nagent parmi les grands nénuphars blancs, nous revenions au quai par la barque à vapeur. Or, j'en étais là de mon rêve, quand mon oncle, frappant la table du poing, me ramena violemment à la réalité. « Voyons, dit-il, la première idée qui doit se présenter à l'esprit pour brouiller les lettres d'une phrase, c'est, il me semble, d'écrire les mots verticalement au lieu de les tracer horizontalement. Tiens, pensai-je, il faut voir ce que cela produit. Axel, jette une phrase quelconque sur ce bout de papier, mais, au lieu de disposer les lettres à la suite les unes des autres, mets-les successivement par colonne verticale, de manière à les regrouper en un nombre de 5 ou 6. Je compris ce dont il s'agissait, et immédiatement j'écrivis de haut en bas. Je t'aime bien. JMNE, B, EE, TGE, TBEM, IRN, AIATA, point d'exclamation, IEPEU. Tréma. Bon, dit le professeur, sans avoir lu. Maintenant, dispose ces mots sur une ligne horizontale. J'obéis, et j'obtins la phrase suivante. Parfait, fit mon oncle, en m'arrachant le papier des mains. Voilà qui a déjà la physionomie du vieux document. Les voyelles sont groupées, ainsi que les consonnes, dans le même désordre. Il y a même des majuscules au milieu des mots, ainsi que des virgules, tout comme dans le parchemin de Saknussemm. Je ne pus m'empêcher de trouver ces remarques fort ingénieuses. Or, reprit mon oncle en s'adressant directement à moi pour lire la phrase que tu viens d'écrire et que je ne connais pas, il me suffira de prendre successivement la première lettre de chaque mot, puis la seconde, puis la troisième, ainsi de suite.
Et mon oncle, à son grand étonnement, et surtout le mien, lut « Je t'aime bien, ma petite Grauben ». « Hein ?» fit le professeur. Oui, sans m'en douter, en amoureux maladroit, j'avais tracé cette phrase compromettante. « Ah, tu aimes Grauben ?» reprit mon oncle d'un véritable ton de tuteur. Oui, non, balbutiai-je. « Ah, tu aimes Grauben ?» reprit-il machinalement. « Eh bien, appliquons mon procédé au document en question. » Mon oncle, retombé dans son absorbante contemplation, oubliait déjà mes imprudentes paroles. Je dis imprudente, car la tête du savant ne pouvait comprendre les choses du cœur. Mais heureusement, la grande affaire du document l'emporta. Au moment de faire son expérience capitale, les yeux du professeur Lidenbrock lancèrent des éclairs à travers ses lunettes. Ses doigts tremblèrent lorsqu'il reprit le vieux parchemin. Il était sérieusement ému. Ainsi, enfin, il toussa fortement, et d'une voix grave, appelant successivement la première lettre, puis la seconde, de chaque mot, il me dicta la série suivante. Mesunka senra, isefdok, senintamurn. Esserseret, rotaifsuda, essensegutza. La cartinu, gisargunsus, etc., etc. En finissant, je l'avouerai, j'étais émotionné. Ces lettres, nommées une à une, ne m'avaient représenté aucun sens à l'esprit. J'attendais donc que le professeur laissât se dérouler pompeusement entre ses lèvres une phrase d'une magnifique latinité. Mais qui aurait pu le prévoir? Un violent coup de poing ébranla la table. L'encre rejaillit, la plume me sauta des mains. « Ce n'est pas cela !» s'écria mon oncle. « Cela n'a pas de sens commun. » Puis, traversant le cabinet comme un boulet, descendant l'escalier comme une avalanche, il se précipita dans Conistras et s'enfuit à toutes jambes. Chapitre 4. « Il est parti ?» s'écria Marthe en accourant au bruit de la porte de la rue, qui, violemment refermée, venait d'ébranler la maison tout entière. « Oui, répondis-je, complètement parti. »« Eh bien, et son dîner ?» fit la vieille servante. « Il ne dînera pas. Et son souper ?» « Il ne soupera pas. »« Comment ?» dit Marthe en joignant les mains. « Non, bonne Marthe, il ne mangera plus, ni personne dans la maison. » Mon oncle Lidenbrock nous met tous à la diète jusqu'au moment où il aura déchiffré un vieux grimoire qui est absolument indéchiffrable. Jésus, nous n'avons donc plus qu'à mourir de faim. Je n'oserais pas avouer qu'avec un homme aussi absolu que mon oncle, c'était un sort inévitable. La vieille servante, sérieusement alarmée, retourna dans la cuisine en gémissant. Quand je fus seul, l'idée me vint d'aller tout conter à Grauben. Mais comment quitter la maison ? Le professeur pouvait rentrer d'un instant à l'autre. Et s'il m'appelait ? Et s'il voulait recommencer ce travail logographique qu'on eût vainement proposé au vieil Oedipe ? Et si je ne répondais pas à son appel, qu'adviendrait-il ? Le plus sage était de rester. Justement, un minéralogiste de Besançon venait de nous adresser une collection de géodes silicieuses qu'il fallait classer. Je me mis au travail. Je triais, j'étiquetais, je disposais, dans leurs vitrines, toutes les pierres creuses, au-dedans desquelles s'agitaient des petits cristaux. Mais cette occupation ne m'absorbait pas. L'affaire du vieux document ne laissait point de me préoccuper. Ma tête bouillonnait, et je me sentais pris d'une vague inquiétude. J'avais le pressentiment d'une catastrophe prochaine. Au bout d'une heure, mes géodes étaient étagées avec ordre. Je me laissai aller alors dans le grand fauteuil d'Utrecht, les bras ballants et la tête renversée. J'allumai ma pipe à long tuyau courbe, dont le fourneau sculpté représentait une naïade nonchalamment étendue. Puis, je m'amusai à suivre les progrès de la carbonisation, qui, de ma naïade, faisait peu à peu une négresse accomplie. De temps en temps, j'écoutais si quelques pas retentissaient dans l'escalier. Mais non. Où pouvait être mon oncle en ce moment ? Je me le figurais, courant sous les beaux arbres de la route d'Altona, gesticulant, tirant au mur avec sa canne,
d'un bras violent battant les herbes, décapitant les chardons, et troublant dans leur repos les cigognes solitaires. Rentrerait-il triomphant ou découragé? Qui aurait raison l'un de l'autre, du secret ou de lui? Je m'interrogeais ainsi, et machinalement, je pris entre mes doigts la feuille de papier sur laquelle s'allongeaient d'incompréhensibles séries de lettres tracées par moi. Je me répétais: qu'est-ce que cela signifie? Je cherchais à grouper ces lettres de manière à former des mots. Impossible. Qu'on les réunît par 2, 3 ou 5 ou 6, cela ne donnait absolument rien d'intelligible. Il y avait bien les 14e, 15e et 16e lettres qui faisaient le mot anglais ice, et la 84e, la 85e et la 86e qui formaient le mot sœur. Enfin, dans le corps du document, et à la 2e et 3e ligne, je remarquai aussi les mots latins rota, mutabile, ira, nec, atra. Diable, pensai-je, ces derniers mots semblaient donner raison à mon oncle sur la langue du document. Et même, à la 4e ligne, j'aperçois encore le mot luco, qui se traduit par bois sacré. Il est vrai qu'à la 3e, on lit le mot tabiled, de tournure parfaitement hébraïque, et à la dernière, les vocables mère, arc, mère, qui sont purement français. Il y avait là de quoi perdre la tête. 4 idiomes différents dans cette phrase absurde? Quel rapport pouvait-il exister entre les mots glace, monsieur, colère, cruel, bois sacré, changeant, mer, arc ou mer, MER? Le premier et le dernier seuls se rapprochaient facilement. Rien d'étonnant que, dans un document écrit en Islande, il fût question d'une mer de glace. Mais de là à comprendre le reste du cryptogramme, c'était autre chose. Je me débattais donc contre une insoluble difficulté. Mon cerveau s'échauffait, mes yeux clignaient sur la feuille de papier. Les 132 lettres semblaient voltiger autour de moi, comme des larmes d'argent qui glissent dans l'air autour de notre tête, lorsque le sang s'y est violemment porté. J'étais en proie à une sorte d'hallucination. J'étouffais. Il me fallait de l'air. Machinalement, je m'éventai avec la feuille de papier, dont le verso et le recto se présentèrent successivement à mes regards. Quelle fut ma surprise quand, dans l'une de ces voltes rapides, au moment où le verso se tournait vers moi, je crus voir apparaître les mots parfaitement lisibles, des mots latins, entre autres, cratérem et terrestre. Soudain, une lueur se fit dans mon esprit. Ces seuls indices me firent entrevoir la vérité. J'avais découvert la loi du chiffre. Pour lire ce document, il n'était pas même nécessaire de le lire à travers la feuille retournée. Non, tel il était, tel il m'avait été dicté, tel il pouvait être épelé couramment. Toutes les ingénieuses combinaisons du professeur se réalisaient. Il avait eu raison pour la disposition des lettres, raison pour la langue du document. Il s'en était fallu de rien qu'il pût lire d'un bout à l'autre cette phrase latine, et ce rien, le hasard venait de me le donner. On comprend si je fus ému. Mes yeux se troublèrent. Je ne pouvais m'en servir. J'avais étalé la feuille de papier sur la table. Il me suffisait d'y jeter un regard pour devenir possesseur du secret. Enfin, je parvins à calmer mon agitation. Je m'imposai la loi de faire 2 fois le tour de la chambre pour apaiser mes nerfs, et je revins m'engouffrer dans le vaste fauteuil. « Lisons !» m'écriai-je, après avoir refait dans mes poumons une ample provision d'air. Je me penchai sur la table. Je posai mon doigt successivement sur chaque lettre, et, sans m'arrêter, sans hésiter, un instant, je prononçai à haute voix la phrase tout entière. Mais quelle stupéfaction, quelle terreur m'envahit! Je restai d'abord comme frappé d'un coup subit. Quoi? Ce que je venais d'apprendre serait accompli. Un homme avait eu assez d'audace pour pénétrer. « Ah !» m'écriai-je en bondissant. « Mais non, mon oncle ne le saura pas. Il ne manquerait plus qu'il vînt à connaître un semblable voyage.
Il voudrait en goûter aussi. Rien ne pourrait l'arrêter. Un géologue si déterminé, il partirait quand même malgré tout, en dépit de tout. Et il m'emmènerait avec lui, et nous n'en reviendrions pas. Jamais, jamais. J'étais dans une surexcitation difficile à peindre. Non, non, ce ne sera pas, dis-je avec une énergie. Et puisque je peux empêcher une pareille idée vienne à l'esprit de mon tyran, je le ferai. À tourner et à retourner ce document, il pourrait par hasard en découvrir la clé. Détruisons-le. Il y avait un reste de feu dans la cheminée. Je saisis non seulement la feuille de papier, mais le parchemin de Saknussemm. D'une main fébrile, j'allais précipiter le tout dans les charbons et anéantir ce dangereux secret, quand la porte du cabinet s'ouvrit. Mon oncle parut. Chapitre 5. Je n'eus que le temps de replacer sur la table le malencontreux document. Le professeur Lidenbrock paraissait profondément absorbé. Sa pensée dominante ne lui laissait pas un instant de répit. Il avait évidemment scruté, analysé l'affaire, mis en œuvre toutes les ressources de son imagination pendant sa promenade, et il revenait appliquer quelques combinaisons nouvelles. En effet, il s'assit dans son fauteuil et, la plume à la main, il commença à établir des formules qui ressemblaient à un calcul algébrique. Je suivais du regard sa main frémissante. Je ne perdais pas un seul de ses mouvements. Quelques résultats inespérés allaient-ils donc opinément se produire? Je tremblais, et sans raison, puisque la vraie combinaison, la seule, étant déjà trouvée, toute autre recherche devenait forcément vaine. Pendant 3 longues heures, mon oncle travailla sans parler, sans lever la tête, effaçant, reprenant, raturant, recommençant 1000 fois. Je savais bien que, s'il parvenait à arranger des lettres suivant toutes les positions relatives qu'elles pouvaient occuper, la phrase se trouverait faite. Mais je savais aussi que 20 lettres seulement peuvent former 2 quintillons, 432 quatrions, 962 trillions, 8 milliards, 176 millions, 640 000 combinaisons. Or, il y avait là 132 lettres dans la phrase, et les 132 lettres donneraient un nombre de phrases différentes composées de 133 chiffres au moins, nombre presque impossible à énumérer et qui échappe à toute appréciation. J'étais rassuré sur le moyen héroïque de résoudre le problème. Cependant, le temps s'écoulait. La nuit se fit, les bruits de la rue s'apaisèrent. Mon oncle, toujours courbé sur sa tâche, ne vit rien, pas même la bonne Marthe qui entr'ouvrit la porte. Il n'entendit rien, pas même la voix de cette digne servante disant « Monsieur soupera-t-il ce soir ?» Aussi, Marthe dut-elle s'en aller sans réponse. Pour moi, après avoir résisté pendant quelque temps, je fus pris d'un invincible sommeil et je m'endormis sur un bout du canapé, tandis que mon oncle Lidenbrock calculait et raturait toujours. Quand je me réveillai le lendemain, l'infatigable piocheur était encore au travail. Ses yeux rouges, son teint blafard, ses cheveux entremêlés sous sa main fiévreuse, ses pommettes empourprées indiquaient assez sa lutte terrible avec l'impossible, et, dans quelle fatigue de l'esprit, dans quelle contention du cerveau, les heures durent s'écouler pour lui. Vraiment, il me fit pitié. Malgré les reproches que je croyais être en droit de lui faire, une certaine émotion me gagnait. Le pauvre homme était tellement possédé de son idée qu'il oubliait de se mettre en colère. Toutes ses forces vives se concentraient sur un seul point, et, comme elles ne s'échappaient pas par leur exutoire ordinaire, on pouvait craindre que leur tension ne le fît éclater d'un instant à l'autre. Je pouvais d'un geste desserrer cet étau de fer qui lui resserrait le crâne, d'un mot seulement, et je n'en fis rien. Cependant, j'avais bon cœur. Pourquoi restait-il muet en pareille circonstance? Dans l'intérêt même de mon oncle. Non, non, répétai-je. Non, je ne parlerai pas. Il voudrait y aller. Je le connais.
rien ne saurait l'arrêter. C'est une imagination volcanique, et, pour faire ce que d'autres géologues n'ont point fait, il risquerait sa vie. Je me tairai, je garderai ce secret dont le hasard m'a rendu maître. Le découvrir, ce serait tuer le professeur Lidenbrock. Qu'il le devine s'il le peut. Je ne veux pas me reprocher un jour de l'avoir conduit à sa perte. Ceci bien résolu, je me croisai les bras et j'attendis. Mais j'avais compté sans un incident qui se produisit à quelques heures de là. Lorsque la bonne Marthe voulut sortir de la maison pour se rendre au marché, elle trouva la porte close. La grosse clé manquait à la serrure. Qui l'avait ôtée ? Mon oncle, évidemment, quand il rentra la veille avec son excursion précipitée. Était-ce à dessein ? Était-ce par mégarde ? Voulait-il nous soumettre aux rigueurs de la faim ? Cela m'eût paru un peu fort. Quoi ? Marthe et moi, nous serions victimes d'une situation qui ne nous regardait pas le moins du monde ? Sans doute, et je me souvins d'un précédent de la nature à nous effrayer. En effet, il y a quelques années, à l'époque où mon oncle travaillait à sa grande classification minéralogique, il demeura 48 heures sans manger et toute la maison dut se conformer à cette diète scientifique. Pour mon compte, j'y gagnais des crampes d'estomac fort peu récréatives chez un garçon d'un naturel assez vorace. Or, il me parut que le déjeuner allait faire défaut, comme le souper de la veille. Cependant, je résolus d'être héroïque et de ne pas céder devant les exigences de la faim. Marthe prenait cela très au sérieux et se désolait, la bonne femme. Quant à moi, l'impossibilité de quitter la maison me préoccupait davantage, et pour cause. On me comprend bien. Mon oncle travaillait toujours. Son imagination se perdait dans le monde idéal des combinaisons. Il vivait loin de la terre et véritablement en dehors des besoins terrestres. Vers midi, la faim m'aiguillonna sérieusement. Marthe, très innocemment, avait dévoré la veille les provisions du garde-manger. Il ne restait plus rien à la maison. Cependant, je tins bon. J'y mettais une sorte de point d'honneur. 2 heures sonnèrent. Cela devenait ridicule, intolérable même. J'ouvrais les yeux démesurés. Je commençais à me dire que j'exagérais l'importance du document, que mon oncle n'y ajouterait pas foi, qu'il verrait là une simple mystification, qu'au pis aller, on le retiendrait malgré lui, s'il voulait tester l'aventure. Qu'enfin, il pouvait découvrir lui-même la clé du chiffre, et que j'en serais alors pour mes frais d'abstinence. Ces raisons, que j'eusse rejetées la veille avec indignation, me parurent excellentes. Je trouvais même parfaitement absurde d'avoir attendu si longtemps, et mon parti fut pris de tout dire. Je cherchais donc une entrée en matière, pas trop brusque, quand le professeur se leva, mit son chapeau, et se prépara à sortir. Quoi ? Quitter la maison et nous enfermer encore ? Jamais. Mon oncle, dis-je. Il ne parut pas m'entendre. Mon oncle Lidenbrock, répétai-je en élevant la voix. Hein ? Fit-il comme un homme subitement réveillé. Eh bien, cette clé. Quelle clé ? La clé de la porte ? Mais non, m'écriai-je, la clé du document. Le professeur me regarda par-dessus ses lunettes. Il remarqua sans doute quelque chose d'insolite dans ma physionomie, car il me saisit vivement le bras et, sans pouvoir parler, il m'interrogea du regard. Cependant, jamais demande ne fut formulée d'une façon plus nette. Je remuai la tête de haut en bas. Il secoua la sienne avec une sorte de pitié, comme s'il avait affaire à un fou. Je fis un geste plus affirmatif. Ses yeux brillèrent d'un vif éclat. Sa main devint menaçante. Cette conversation muette, dans ces circonstances, eût intéressé le spectateur le plus indifférent. Et vraiment, j'en arrivai à ne plus oser parler, tant je craignais que mon oncle ne m'étouffât dans les premiers embrasements de sa joie. Mais il devint si pressant qu'il fallut répondre. « Oui, cette clé. Le hasard. »« Que dis-tu » s'écria-t-il avec une indescriptible émotion. « Tenez, dis-je en lui présentant la feuille de papier sur laquelle j'avais écrit. « Lisez. »« Mais cela ne signifie rien, répondit-il en froissant la feuille. « Rien, en commençant à lire par le commencement.
Mais par la fin... Je n'avais pas achevé ma phrase que le professeur poussait un cri, mieux qu'un cri, un véritable rugissement. Une révélation venait de se faire dans son esprit. Il était transfiguré. « Ah, ingénieux Saknussemm » s'écria-t-il. « Tu avais donc d'abord écrit ta phrase à l'envers ?» Il se précipita sur la feuille de papier, l'œil trouble, la voix émue. Il lut le document tout entier, en remontant de la dernière lettre à la première. Il était conçu en ces termes. In Sneffil, Ioculis, craterem quem delibat, umbras crataris, Juli, intra calendas descende, audas viator et terrestre centrum attingres, quod feci Arne Saknussemm. Ce qui, de mauvais latin, peut être traduit ainsi. Descendre le cratère de Yocul de Sneffel, dans l'ombre du Scratiris, viens caresser avant les calendes de juillet, voyageur audacieux, et tu parviendras au centre de la terre, ce que j'ai fait. Arne Saknussemm. Mon oncle, à cette lecture, bondit comme s'il eût inopinément touché une bouteille de liède. Il était magnifique d'audace, de joie et de conviction. Il allait et venait, il prenait sa tête à deux mains, il déplaçait les sièges, il empilait les livres, il jonglait, c'est à ne pas le croire, avec ses précieuses géodes. Il lançait un coup de poing par-ci, une tape par-là. Enfin, ses nerfs se calmèrent, et, comme un homme épuisé par une trop grande dépense de fluide, il retomba dans son fauteuil. « Quelle heure est-il donc » demanda-t-il après quelques instants de silence. « 3 heures, répondis-je. Tiens, mon dîner a passé vite, je meurs de faim. À table. Puis ensuite... Ensuite, tu feras ma malle. Hein, m'écriai-je. Et la tienne, répondit l'impitoyable professeur en entrant dans la salle à manger. Chapitre 6. Ces paroles, un frisson me passa par tout... À ces paroles, un frisson me passa par tout le corps. Cependant, je me contins. Je résolus même de faire bonne figure. Des arguments scientifiques pouvaient seuls arrêter le professeur Lidenbrock. Or, il y en avait, et de bons, contre la possibilité d'un pareil voyage. Aller au centre de la Terre. Quelle folie! Je réservai ma dialectique pour le moment opportun, et je m'occupais du repas. Inutile de rapporter les imprécations de mon oncle devant la table desservie. Tout s'expliqua. La liberté fut rendue à la bonne Marthe. Elle courut au marché et fit si bien qu'1 heure après ma faim était calmée et je revenais au sentiment de la situation. Pendant le repas, mon oncle fut presque gai. Il lui échappait de plaisanteries, de savants, qui ne sont jamais bien dangereuses. Après le dessert, il me fit signe de le suivre dans son cabinet. J'obéis. Il s'assit au bout de sa table de travail et moi à l'autre. « Axel, dit-il d'une voix assez douce, tu es un garçon très ingénieux. Tu m'as rendu là un fier service, quand, de guerre lasse, j'allais abandonner cette combinaison. Où me serais-je égaré? Nul ne peut le savoir. Je n'oublierai jamais cela, mon garçon. Et de la gloire que nous allons acquérir, tu auras ta part. » Allons, pensai-je, il est de bonne humeur. Le moment est venu de discuter cette gloire. Avant tout, reprit mon oncle, je te recommande le secret le plus absolu, tu m'entends? Je ne manque pas d'envieux dans le monde des savants, et beaucoup voudraient entreprendre ce voyage. Ils ne s'en douteront qu'à notre retour. Croyez-vous, dis-je, que le nombre de ces audacieux fût si grand? Certes. Qui hésiterait à conquérir une telle renommée? Si ce document était connu, une armée entière de géologues se précipiterait sur les traces d'Arne Saknussemm. Voilà ce dont je ne suis pas persuadé, mon oncle, car rien ne prouve l'authenticité de ce document. Comment? Et le livre dans lequel nous l'avons découvert? Bon, j'accorde que ce Saknussemm ait écrit ces lignes, mais s'ensuit-il qu'il ait réellement accompli ce voyage, et ce vieux parchemin ne peut-il renfermer une mystification?
Ce dernier mot, un peu hasardé, je regrettais presque de l'avoir prononcé. Le professeur fronça son épais sourcil, et je craignais d'avoir compromis des suites de notre conversation. Heureusement, il n'en fut rien. Mon sévère interlocuteur ébaucha une sorte de sourire sur ses lèvres et répondit. « C'est ce que nous verrons. » « Ah !» fis-je un peu vexé. « Mais permettez-moi d'épuiser la série des objections relatives à ce document. » « Parle, mon garçon, ne te gêne pas. Je te laisse toute la liberté d'exprimer ton opinion. Tu n'es plus mon neveu, mais mon collègue. Ainsi va. » « Eh bien, je vous demanderai d'abord ce que sont ce Yocul, ce Schneefel et Scrataris, dont je n'ai jamais entendu parler. » Rien n'est plus facile. J'ai précisément reçu, il y a quelque temps, une carte de mon ami Augustus Petermann de Leipzig. Elle ne pouvait arriver plus à propos. Prends le 3e atlas dans la seconde travée de la grande bibliothèque, série Z, planche 4. Je me levai, et grâce à ces indications précises, je trouvai rapidement l'atlas demandé. Mon oncle l'ouvrit et dit « Voici une des meilleures cartes de l'Islande, celle de Andersen, et je crois qu'elle va nous donner la solution de toutes ces difficultés. » Je me penchai sur la carte. « Vois cette île composée de volcans, dit le professeur, et remarque qu'ils portent tous le nom de Jökull. Ce mot veut dire glacier en islandais, et, sous la latitude élevée de l'Islande, la plupart des éruptions se font jour à travers les couches de glace. De là, cette dénomination de Jökull appliquée à tous les monts ignivomes de l'île. « Bien, dis-je, mais qu'est-ce que les Schneefel ?» J'espérais qu'à cette demande il n'y aurait pas de réponse. Je me trompais. Mon oncle reprit. « Suis-moi sur la côte occidentale de l'Islande. Aperçois-tu Reykjavik, la capitale ? Oui, bien. Remonte les fjords innombrables de ces rivages frangés par la mer, et arrête-toi un peu au-dessous du 65e degré de latitude. Que vois-tu là ? Une sorte de presqu'île semblable à un os décharné que termine une énorme rotule. La comparaison est juste, mon garçon. Maintenant, n'aperçois-tu rien sur cette rotule ? Si, un mont qui semble avoir poussé en mer. Bon, c'est le Schneefel. Le Schneefel ? Lui-même, une montagne haute de 5000 pieds, l'une des plus remarquables de l'île, et, à coup sûr, la plus célèbre du monde entier si son cratère aboutit au centre du globe. « Mais c'est impossible !» m'écriai-je en haussant les épaules et révolté contre une pareille supposition. « Impossible ?» répondit le professeur Lidenbrock d'un ton sévère. « Et pourquoi cela ? Parce que ce cratère est évidemment obstrué par les laves, les roches brûlantes, et qu'alors… Et si ce cratère était éteint ? Éteint ? Oui, le nombre de volcans en activité à la surface du globe n'est actuellement que de 300 environ, mais il existe une bien plus grande quantité de volcans éteints. Or, le Schneefel compte parmi ces derniers, et depuis les temps historiques, il n'y a eu qu'une seule éruption, celle de 1219. À partir de cette époque, ces rumeurs se sont apaisées peu à peu, et il n'est plus au nombre des volcans actifs. À ces affirmations positives, je n'avais absolument rien à répondre. Je me rejetai donc sur les autres obscurités que renfermait le document. « Que signifie le mot Scrataris ?» demandai-je. « Et que viennent faire là les calendes de juillet ?» Mon oncle prit quelques moments de réflexion. J'eus un instant d'espoir, mais un seul, car bientôt il me répondit en ces termes. « Ce que tu appelles obscurité est pour moi lumière. Cela prouve les soins ingénieux avec lesquels Saknussemm a voulu préciser sa découverte. Le Schneefel est formé de plusieurs cratères. Il y avait donc nécessité d'indiquer celui d'entre eux qui mène au centre du globe. Qu'a fait le savant islandais ? Il a remarqué qu'aux approches des calendes de juillet, c'est-à-dire vers les derniers jours du mois de juin, un des pics de la montagne, le Scartaris, projetait une ombre jusqu'à l'ouverture du cratère en question. Et il a consigné le fait dans son document. Pouvait-il imaginer une indication plus exacte ? Et, une fois arrivé au sommet du Schneefel,
nous sera-t-il possible d'hésiter sur le chemin à prendre? Décidément, mon oncle avait réponse à tout. Je vis bien qu'il était inattaquable sur les mots du vieux parchemin. Je cessai donc de le presser à ce sujet, et comme il fallait le convaincre avant tout, je passai aux objections scientifiques, bien autrement graves, à mon avis. Allons, dis-je, je suis forcé d'en convenir. La phrase de Saknussemm est claire et ne peut laisser aucun doute à l'esprit. J'accorde même que le document a un air de parfaite authenticité. Ce savant est allé au fond du Schneefel. Il a vu l'ombre du Scartaris caresser les bords du cratère avant les calendes de juillet. Il a même entendu raconter, dans les récits légendaires de son temps, que ce cratère aboutissait au centre de la Terre. Mais quant à y être parvenu lui-même, quant à avoir fait le voyage et à en être revenu, s'il l'a entrepris, non, 100 fois non. Et la raison, dit mon oncle d'un ton singulièrement moqueur, c'est que toutes les théories de la science démontrent qu'une pareille entreprise est impraticable. Toutes les théories disent cela, répondit le professeur en prenant un air bonhomme. Ah, les vilaines théories, comme elles vont nous gêner, ces pauvres théories. Je vis qu'il se moquait de moi, mais je continuai néanmoins. Oui, il est parfaitement reconnu que la chaleur augmente environ d'1 degré par 70 pieds de profondeur au-dessous de la surface du globe. Or, en admettant cette proportionnalité constante, le rayon terrestre étant de 1500 lieues, il existe au centre une température de 2 millions de degrés. Les matières de l'intérieur de la Terre se trouvent donc à l'état de gaz incandescent, car les métaux, l'or, le platine, les roches les plus dures ne résistent pas à une pareille chaleur. J'ai donc le droit de demander s'il est possible de pénétrer dans un semblable milieu. Ainsi, Axel, c'est la chaleur qui t'embarrasse. Sans doute. Si nous arrivions à une profondeur de 10 lieues seulement, nous serions parvenus à la limite de l'écorce terrestre, car déjà la température est supérieure à 1300 degrés. Et tu as peur d'entrer en fusion? Je vous laisse la question à décider, répondis-je avec humeur. Voici ce que je décide, répondit le professeur Lidenbrock en prenant ses grands airs. C'est que ni toi ni personne ne sait d'une façon certaine ce qui se passe à l'intérieur du globe, attendu qu'on connaît à peine la 12 millième partie de son rayon. C'est que la science est éminemment perfectible et que chaque théorie est incessamment détruite par une théorie nouvelle. N'a-t-on pas cru jusqu'à Fourier que la température des espaces planétaires allait toujours diminuant? Et ne sait-on pas aujourd'hui que les plus grands froids des régions éthérées ne dépassent pas 40 ou 50 degrés en dessous de zéro? Pourquoi ne serait-il pas ainsi de la chaleur interne? Pourquoi, à une certaine profondeur, n'atteindrait-elle pas une limite infranchissable au lieu de s'élever jusqu'au degré de fusion des minéraux les plus réfractaires? Mon oncle, plaçant la question sur le terrain des hypothèses, je n'eus rien à répondre. Eh bien, je te dirais que les véritables savants, Poisson entre autres, ont prouvé que si une chaleur de 2 millions de degrés existait à l'intérieur du globe, les gaz incandescents provenant des matières fondues acquerraient une élasticité telle que l'écorce terrestre ne pourrait y résister et éclaterait comme les parois d'une chaudière sous l'effort de la vapeur. C'est l'avis de Poisson, mon oncle, voilà tout. D'accord, mais c'est aussi l'avis d'autres géologues distingués que l'intérieur du globe n'est formé ni de gaz, ni d'eau, ni des plus lourdes pierres que nous connaissons, car dans ce cas, la Terre aurait un poids 2 fois moindre. Oh, avec les chiffres, on prouve tout ce qu'on veut. Et avec les faits, mon garçon, en est-il de même? N'est-il pas constant que le nombre de volcans a considérablement diminué depuis les premiers jours du monde? Et si chaleur centrale il y a, ne peut-on en conclure qu'elle tend à s'affaiblir? Mon oncle, si vous entrez dans le champ des suppositions, je n'ai plus à discuter. Et moi, j'ai à dire qu'à mon opinion se joignent les opinions des gens fort compétents. Te souviens-tu d'une visite que me fit le célèbre chimiste anglais Humphrey Davy en 1825 ? Aucunement, car je ne suis venu au monde que 19 ans après. Eh bien, Humphrey Davy vint me voir à son passage à Hambourg. Nous discutâmes longtemps, entre autres questions, l'hypothèse de la liquidité du noyau intérieur de la Terre.
Nous étions tous deux d'accord que cette liquidité ne pouvait exister, pour une raison à laquelle la science n'a jamais trouvé réponse. Et laquelle ? Dis-je un peu étonné. C'est que cette masse liquide serait sujette, comme l'océan, à l'attraction de la Lune, et, conséquemment, 2 fois par jour, il se produirait des marées intérieures qui, soulevant l'écorce terrestre, donneraient lieu à des tremblements de terre périodiques. Mais il est pourtant évident que la surface du globe a été soumise à la combustion, et il est permis de supposer que la croûte extérieure s'est refroidie d'abord, tandis que la chaleur se réfugiait au centre. Erreur, répondit mon oncle. La Terre a été chauffée par la combustion de sa surface, et non autrement. Sa surface étant composée d'une grande quantité de métaux, tels que le potassium, le sodium, qui ont la propriété de s'enflammer au seul contact de l'air, ces métaux prirent feu quand les vapeurs atmosphériques se précipitèrent en pluie sur le sol. Et peu à peu, lorsque les eaux pénétrèrent dans les fissures de l'écorce terrestre, elles déterminèrent de nouveaux incendies avec explosion et éruption. De là, les volcans si nombreux aux premiers jours du monde. Mais voilà une ingénieuse hypothèse, m'écriai-je, un peu malgré moi. Et Humphrey Davy me rendit sensible, ici même, par une expérience bien simple. Il composa une boule métallique faite principalement des métaux dont je viens de parler, et qui figurait parfaitement notre globe. Lorsqu'on faisait tomber une fine rosée à sa surface, celle-ci se boursouflait, s'oxydait et formait une petite montagne, un cratère s'ouvrant à son sommet. L'éruption avait lieu et communiquait à toute la boule une chaleur telle qu'elle devenait impossible à tenir dans la main. Vraiment, je commençais à être ébranlé par les arguments du professeur. Il les faisait valoir d'ailleurs avec sa passion et son enthousiasme habituels. « Tu le vois, Axel, ajouta-t-il, l'état du noyau central a soulevé des hypothèses. Des hypothèses diverses entre les géologues, rien de moins prouvé que ce fait d'une chaleur interne. Suivant moi, elle n'existe pas. Elle ne saurait exister. Nous le verrons d'ailleurs, et, comme Arne Saknussemm, nous saurons à quoi nous en tenir sur cette grande question. Eh bien, oui, répondis-je en me sentant gagner à cet enthousiasme. Oui, nous le verrons, si on y voit toutefois. Et pourquoi pas? Ne pouvons-nous compter sur des phénomènes électriques pour nous éclairer? Et même sur l'atmosphère? Que sa pression peut rendre lumineuse en approchant du centre? Oui, dis-je, oui, cela est possible après tout. Cela est certain, répondit triomphalement mon oncle. Mais silence, entends-tu? Silence sur tout ceci, et que personne n'ait idée de découvrir, avant nous, le centre de la Terre. Chapitre 7. Ainsi se termina cette mémorable séance. Cet entretien me donna la fièvre. Je sortis du cabinet de mon oncle comme étourdi, et il n'y avait pas assez d'air dans les rues de Hambourg pour me remettre. Je gagnai donc les bords de l'Elbe, du côté du bac à vapeur qui met la ville en communication avec le chemin de fer de Hambourg. Étais-je convaincu de ce que je venais d'apprendre? N'avais-je pas subi la domination du professeur Lidenbrock? Devais-je prendre au sérieux sa résolution d'aller au centre du massif terrestre? Venais-je d'entendre des spéculations insensées d'un fou ou des déductions scientifiques d'un grand génie? En tout cela, où s'arrêtait la vérité, où commençait l'erreur? Je flottais entre 1000 hypothèses contradictoires sans pouvoir m'accrocher à aucune. Cependant, je me rappelais avoir été convaincu, quoique mon enthousiasme commençât à se modérer, mais j'aurais voulu partir immédiatement et ne pas prendre le temps de la réflexion. Oui, le courage ne m'eût pas manqué pour boucler ma valise en ce moment. Il faut pourtant l'avouer, 1 heure après, cette surexcitation tomba. Mes nerfs se détendirent et des profonds abîmes de la terre, je remontai à sa surface. « C'est absurde, m'écriai-je. Cela n'a pas le sens commun. Ce n'est pas une proposition sérieuse à faire à un garçon sensé. Rien de tout cela n'existe. J'ai mal dormi, j'ai fait un mauvais rêve.
Cependant, j'ai suivi les bords de l'Elbe et tourné la ville. Après avoir remonté le port, j'étais arrivé à la route d'Altona. Un pressentiment me conduisait, pressentiment justifié, car j'aperçus bientôt ma petite Grauben, qui, de bon pied leste, revenait bravement à Hambourg. « Grauben !» lui criai-je de loin. La jeune fille s'arrêta, un peu troublée. J'imagine de s'entendre appeler ainsi sur une grande route. En 10 pas, je fus près d'elle. « Axel !» fit-elle, surprise. « Ah, tu es venu à ma rencontre. C'est bien cela, monsieur. » Mais, en me regardant, Grauben ne put se méprendre sur mon air inquiet, bouleversé. « Qu'as-tu donc » dit-elle, en me tendant la main. « Ce que j'ai, Grauben » m'écriai-je. En 2 secondes et 3 phrases, ma jolie Virlandaise était au courant de la situation. Pendant quelques instants, elle garda le silence. Son cœur palpitait-il à l'égal du mien? Je l'ignore, mais sa main ne tremblait pas dans la mienne. Nous fîmes une centaine de pas sans parler. « Axel, me dit-elle enfin, ma chère Grauben, ce sera là un beau voyage. » Je bondis à ces mots. « Oui, Axel, un voyage digne du neveu d'un savant. Il est bien qu'un homme se soit distingué par quelque grande entreprise. »« Quoi, Grauben, tu ne me détournes pas de tenter une pareille expédition ?»« Non, cher Axel, et ton oncle et toi, je vous accompagnerais volontiers si une pauvre fille ne devait être un embarras pour vous. »« Dis-tu vrai ?»« Je dis vrai. » Ah, femme, jeune fille, cœur féminin, toujours incompréhensible. Quand vous n'êtes pas les plus timides des êtres, vous en êtes les plus braves. La raison n'a que faire auprès de vous. Quoi, cet enfant m'encourageait à prendre part à cette expédition? Elle n'eut pas craint de tenter l'aventure, elle m'y poussait, moi, qu'elle aimait cependant. J'étais déconcerté, et, pourquoi ne pas le dire, honteux. « Grauben, repris-je, nous verrons si demain tu parleras de cette manière. Demain, cher Axel, je parlerai comme aujourd'hui. » Grauben et moi, nous tenant par la main, mais gardant un profond silence, nous continuâmes notre chemin. J'étais brisé par les émotions de la journée. Après tout, pensai-je, les calendes de juillet sont encore loin, et d'ici là, bien des événements se passeront qui guériront mon oncle et sa manie de voyager sous la terre. La nuit était venue quand nous arrivâmes à la maison de Conistras. Je m'attendais à trouver la demeure tranquille, mon oncle couché, suivant son habitude, et la bonne Marthe donnant à la salle à manger le dernier coup de plumeau du soir. Mais j'avais compté sans l'impatience du professeur. Je le trouvais criant, s'agitant au milieu d'une troupe de porteurs qui déchargeaient certaines marchandises dans l'allée. La vieille servante ne savait où donner de la tête. « Mais viens donc, Axel, hâte-toi donc, malheureux !» s'écria mon oncle de plus loin qu'il m'aperçut. « Et ta malle, qui n'est pas faite, et mes papiers qui ne sont pas en ordre, et mon sac de voyage dont je ne trouve pas la clé, et mes guêtres qui n'arrivent pas. » Je demeurais stupéfait. La voix me manquait pour parler. C'est à peine si mes lèvres purent articuler ces mots. « Nous partons donc ?»« Oui, malheureux garçon, qui va te promener au lieu d'être là ?»« Nous partons, » répétai-je d'une voix affaiblie. « Oui, après-demain matin, à la première heure. » Je ne pus en entendre davantage et je m'enfuis dans la petite chambre. Il n'y avait plus à en douter. Mon oncle venait d'employer son après-midi à se procurer une partie des objets et ustensiles nécessaires à son voyage. L'allée était encombrée d'échelles, de cordes à nœuds, de torches, de gourdes, de crampons de fer, de pics, de bâtons ferrés, de pioches, de quoi charger 10 hommes au moins. Je passai une nuit affreuse. Le lendemain, je m'entendis appeler de bonne heure. J'étais décidé à ne pas ouvrir ma porte, mais le moyen de résister à sa douce voix qui prononçait ces mots. « Mon cher Axel ?» Je sortis de ma chambre. Je pensais que mon air défait, ma pâleur, mes yeux rougis par l'insomnie allaient produire leur effet sur Grauben et changer ses idées. « Ah, mon cher Axel, me dit-elle, je vois que tu te portes mieux que la nuit t'a calmé. »« Calmé » m'écriai-je. Je me précipitai vers mon miroir. Eh bien,
J'avais moins mauvaise mine que je ne le supposais. C'était à n'y pas croire. « Axel, me dit Grauben, j'ai longtemps causé avec mon tuteur. C'est un hardi savant, un homme de grand courage, et tu te souviendras que son sang coule dans tes veines, que son sang coule dans tes veines. Il m'a raconté ses projets, ses espérances, pourquoi et comment il espère atteindre son but. Il y parviendra, je n'en doute pas. Ah, cher Axel, c'est beau de se dévouer ainsi à la science. Quelle gloire attend M. Lidenbrock et rejaillira sur son compagnon. Au retour, Axel, tu seras un homme, son égal, libre de parler, libre d'agir, libre enfin de... » La jeune fille, rougissante, n'acheva pas. Ces paroles me ranimaient. Cependant, je ne voulais pas croire encore à notre départ. J'entraînai Grauben vers le cabinet du professeur. « Mon oncle, dis-je, il est donc bien décidé que nous partons ? » ?»« Comment, tu en doutes ? » ?»« Non, dis-je afin de ne pas le contrarier. Seulement, je vous demanderai ce qui nous presse. »« Mais le temps qui fuit avec une irréparable vitesse. » Cependant, nous ne sommes qu'au 26 mai, et jusqu'à la fin de juin. Et crois-tu donc, ignorant, qu'on se rende si facilement en Islande ? Si tu ne m'avais pas quitté comme un fou, je t'aurais emmené au bureau-office de la Copenhague, chez Lifinder & Co. Là, tu aurais vu que de Copenhague à Reykjavik, il n'y a qu'un service. Eh bien, si nous attendions au 22 juin, nous arriverions trop tard pour voir l'ombre de Skardaïs caresser le cratère de Sneffels. Il faut donc gagner Copenhague au plus vite pour y chercher un moyen de transport. Va faire ta malle. Il n'y avait pas un mot à répondre. Je remontai dans ma chambre. Grauben me suivit. Ce fut elle qui se chargea de mettre en ordre, dans une petite valise, les objets nécessaires à mon voyage. Elle n'était pas plus émue que s'il en fût s'agi d'une promenade à Lubeck ou à Heligoland. Ses petites mains allaient et venaient, sans précipitation. Elle causait avec calme. Elle me donnait les raisons les plus sensées en faveur de notre expédition. Elle m'enchantait, et je me sentais une grosse colère contre elle. Quelquefois, je voulais m'emporter, mais elle n'y prenait garde et continuait méthodiquement sa tranquille besogne. Enfin, la dernière courroie de la valise fut bouclée. Je descendis au rez-de-chaussée. Pendant cette journée, les fournisseurs d'instruments de physique, d'armes, d'appareils électriques s'étaient multipliés. La bonne Marthe en perdait la tête. « Est-ce que monsieur est fou ?» me dit-elle. Je fis un signe affirmatif. « Et il vous emmène avec lui ?» Même affirmation. « Où cela ?» dit-elle. J'indiquai du doigt le centre de la terre. « À la cave ?» s'écria la vieille servante. « Non, dis-je enfin, plus bas. » Le soir arriva. Je n'avais plus conscience du temps écoulé. « À demain matin, dit mon oncle. Nous partons à 6 heures précises. » À 10 heures, je tombai sur mon lit comme une masse inerte. Pendant la nuit, mes terreurs me reprirent. Je la passais à rêver de gouffres. J'étais en proie au délire. Je me sentais étreint par la main vigoureuse du professeur, entraîné, abîmé, enlisé. Je tombais au fond d'insondables précipices avec cette vitesse croissante des corps abandonnés dans l'espace. Ma vie n'était plus qu'une chute interminable. Je me réveillai à 5 heures, brisé de fatigue et d'émotion. Je descendis à la salle à manger. Mon oncle était à table. Il dévorait. Je le regardais avec un sentiment d'horreur. Mais Grauben était là. Je ne dis rien. Je ne pus manger. À 5h30, un roulement se fit entendre dans la rue. Une large voiture arrivait pour nous conduire au chemin de fer d'Altona. Elle fut bientôt encombrée des colis de mon oncle. « Et ta malle ?» me dit-il. « Elle est prête, répondis-je en défaillant. « Dépêche-toi donc de la descendre, ou tu vas nous faire manquer le train. » Lutter contre ma destinée me parut alors impossible. Je remontai dans ma chambre et laissai glisser ma valise sur les marches de l'escalier. Je m'élançai à sa suite. En ce moment, mon oncle remettait solennellement entre les mains de Grauben les rênes de la maison.
Ma jolie Virlandaise conservait son calme habituel. Elle embrassa son tuteur, mais elle ne put retenir une larme en effleurant ma joue de ses douces lèvres. « Graüben » m'écriai-je. « Va, mon cher Axel, va, me dit-elle. Tu quittes ta fiancée, mais tu trouveras ta femme au retour. » Je serrai Graüben dans mes bras et pris place dans la voiture. Marthe et la jeune fille du seuil de la porte nous adressèrent un dernier adieu. Puis, les 2 chevaux, excités par le sifflement de leur conducteur, s'élancèrent au galop sur la route d'Altona. Chapitre 8. Altona, véritable banlieue de Hambourg, en tête de ligne du chemin de fer de Kiel, qui devait nous conduire au village des Beltes. En moins de 20 minutes, nous entrerions sur le territoire du Holstein. À 6h30, la voiture s'arrêta devant la gare. Les nombreux colis de mon oncle, ses volumineux articles de voyage furent déchargés, transportés, pesés, étiquetés, rechargés, dans le wagon de bagages, et à 7h, nous étions assis l'un vis-à-vis de l'autre dans le même compartiment. La vapeur siffla. La locomotive se mit en mouvement. Nous étions partis. Étais-je résigné? Pas encore. Cependant, l'air frais du matin, les détails de la route rapidement renouvelés par la vitesse du train me distrayaient de ma grande préoccupation. Quant à la pensée du professeur, elle devançait évidemment ce convoi trop lent au gré de son impatience. Nous étions seuls dans le wagon, mais sans parler. Mon oncle revisitait ses poches et son sac de voyage avec une minutieuse attention. Je vis bien que rien ne lui manquait des pièces nécessaires à l'exécution de ses projets. Entre autres, une feuille de papier pliée avec soin portait l'entête de la chancellerie danoise avec la signature de M. Christensen, consul à Hambourg et l'ami du professeur. Cela devait nous donner toute facilité d'obtenir à Copenhague des recommandations pour le gouverneur de l'Islande. J'aperçus aussi le fameux document précieusement enfoui dans la plus secrète poche du portefeuille. Je le maudis du fond du cœur et je me remis à examiner le pays. C'était une vaste suite de plaines peu curieuses, monotones, limoneuses et assez fécondes. Une campagne très favorable à l'établissement d'un railway et propice à des lignes droites, si chères aux compagnies de chemin de fer. Mais cette monotonie n'eut pas le temps de me fatiguer, car 3 heures après notre départ, le train s'arrêtait à Kiel, à 2 pas de la mer. Nos bagages étaient enregistrés pour Copenhague. Il n'y eut pas à s'en occuper. Cependant, le professeur les suivit d'un œil inquiet pendant leur transport au bateau à vapeur. Là, ils disparurent au fond de cale. Mon oncle, dans sa précipitation, avait si bien calculé les heures de correspondance du chemin de fer et du bateau qu'il nous restait une journée entière à perdre. Le steamer l'Eleonora ne partait pas avant la nuit. De là, une fièvre de 9 heures, pendant laquelle l'irascible voyageur envoya à tous les diables l'administration des bateaux et les railways et les gouvernements qui toléraient de pareils abus. Je dus faire chorus avec lui quand il entreprit le capitaine de l'Eleonora à ce sujet. Il voulait l'obliger à chauffer sans perdre un instant. L'autre l'envoya promener. À Kiel, comme ailleurs, il faut bien qu'une journée se passe. À force de nous promener sur les rivages verdoyants de la baie au fond de laquelle s'élève la petite ville, de parcourir les bois touffus qui lui donnent l'apparence d'un nid et dans un faisceau de branches, d'admirer les villas pourvues chacune de leurs petites maisons de bain froid, enfin, de courir et de maugréer, nous atteignîmes 10 heures du soir. Les tourbillons de la fumée de l'Eleonora se développaient dans le ciel. Le pont tremblotait sous les frissonnements de la chaudière. Nous étions à bord et propriétaires de 2 couchettes étagées dans l'unique chambre du bateau. À 10h15, les amarres furent larguées et le steamer fila rapidement sur les sombres eaux du Grand Belt. La nuit était noire. Il y avait belle brise et forte mer. Quelques feux de la côte apparurent dans les ténèbres. Plus tard, je ne sais, un phare à éclat étincela au-dessus des flots.
Ce fut tout ce qui resta dans mon souvenir de cette première traversée. À 7 heures du matin, nous débarquions à Korsor. Korsor, petite ville située sur la côte occidentale du Seeland. Là, nous sautions du bateau dans un nouveau chemin de fer qui nous emportait à travers un pays non moins plat que les campagnes du Holstein. C'était encore 3 heures de voyage avant d'atteindre la capitale du Danemark. Mon oncle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Dans son impatience, je crois qu'il poussait le wagon avec ses pieds. Enfin, il aperçut une échappée de mer. « Le Sund !» s'écria-t-il. Il y avait sur notre gauche une vaste construction qui ressemblait à un hôpital. « C'est une maison de fous !» dit un de nos compagnons de voyage. « Bon, pensai-je, voilà un établissement où nous devrions finir nos jours. » Et, si grand qu'il fût, cet hôpital serait encore trop petit pour contenir toute la folie du professeur Lidenbrock. Enfin, à 10 heures du matin, nous prenions pied à Copenhague. Les bagages furent chargés sur une voiture et conduits avec nous à l'hôtel du Phénix, dans Bredgley. Ce fut l'affaire d'une demi-heure, car la gare est située en dehors de la ville. Puis, mon oncle, faisant une toilette sommaire, m'entraîna à sa suite. Le portier de l'hôtel parlait l'allemand et l'anglais, mais le professeur, en sa qualité de polyglotte, l'interrogea en bon danois, et ce fut en bon danois que ce personnage lui indiqua la situation du Muséum des Antiquités du Nord. Le directeur de ce curieux établissement où sont entassées des merveilles qui permettaient de reconstruire l'histoire du pays, avec ses vieilles armes de pierre, ses hanapes et ses bijoux, était un savant, l'ami du consul de Hambourg, monsieur le professeur Thomson. Mon oncle avait pour lui une chaude lettre de recommandation. En général, un savant en reçoit assez mal un autre. Mais ici, ce fut tout autrement. M. Thomson, en homme serviable, fit un cordial accueil au professeur Lidenbrock et même à son neveu. Dire que notre secret fut gardé vis-à-vis de l'excellent directeur du muséum, c'est à peine nécessaire. Nous voulions tout bonnement visiter l'Islande en amateurs désintéressés. M. Thomson se mit entièrement à notre disposition et nous courûmes les quais afin de chercher un navire en partance. J'espérais que les moyens de transport manqueraient absolument. Mais il n'en fut rien. Une petite goélette danoise, la Valkyrie, devait mettre à la voile le 2 juin pour Reykjavik. Le capitaine M. Bjarn se trouvait à bord. Son futur passager, dans sa joie, lui serra les mains à les briser. Ce brave homme fut un peu étonné d'une pareille étreinte. Il trouvait tout simplement d'aller en Islande, puisque c'était son métier. Mon oncle trouvait cela sublime. Le digne capitaine profita de cet enthousiasme pour nous faire payer double le passage sur son bâtiment. Mais nous n'y regardions pas de si près. « Soyez à bord mardi à 7 heures du matin, » dit M. Bjarn, après avoir empoché un nombre respectable de spécidollars. Nous remerciâmes alors M. Thomson de ses bons soins et nous revînmes à l'hôtel du Phénix. « Cela va bien, cela va très bien, » répétait mon oncle. « Quel heureux hasard d'avoir trouvé ce bâtiment prêt à partir. Maintenant, déjeunons et allons visiter la ville. » Nous nous rendîmes à Kongiesnetwork, place irrégulière où se trouve un poste avec 2 innocents canons braqués qui ne font peur à personne. Tout près, au numéro 5, il y avait une restauration française tenue par un cuisinier nommé Vincent. Nous y déjeunâmes suffisamment pour le prix modéré de 4 marks chacun. Puis, je pris un plaisir d'enfant à parcourir la ville. Mon oncle se laissait promener. D'ailleurs, il ne vit rien, ni l'insignifiant palais du roi, ni le joli pont du XVIIe siècle qui enjambe le canal devant le muséum, ni cet immense cénotaphe de Thorwaldsen, orné de peintures murales horribles et qui contient à l'intérieur les œuvres de ce statutaire, ni, dans un assez beau parc, le château Bonbonnière de Rosenborg,
Ni l'admirable édifice Renaissance de la Bourse, ni son clocher fait avec des queues entrelacées de 4 dragons de bronze, ni les grands moulins des remparts, dont les vastes ailes s'enflaient comme les voiles d'un vaisseau au vent de la mer. Quelle délicieuse promenade nous eussions faite, ma jolie Virlandaise et moi, du côté du port, où les 2 ponts et les frégates dormaient paisiblement sous leurs toitures rouges. Sur les bords verdoyants du détroit, à travers ces ombrages touffus au sein desquels se cache la citadelle, dont les canons allongent leurs gueules noirâtres entre les branches des sureaux et les saules. Mais, hélas, elle était loin, ma pauvre Graüben, et pouvais-je espérer de la revoir jamais? Cependant, si mon oncle ne remarqua rien de ces sites enchanteurs, il fut vivement frappé par la vue d'un certain clocher situé dans l'île d'Amak, qui forme le quartier sud-est de Copenhague. Je reçus l'ordre de diriger nos pas de ce côté. Je montai dans une petite embarcation à vapeur qui faisait le service des canaux, et en quelques instants, elle accosta le quai des Dockyards. Après avoir traversé quelques rues étroites où les galériens vêtus de pantalons mi-partis jaune et gris travaillaient sous le bâton des argoussins, nous arrivâmes devant Vorfresler Kirk. Cette église n'offrait rien de remarquable, mais voici pourquoi son clocher, assez élevé, avait attiré l'attention du professeur. À partir de la plateforme, un escalier extérieur circulait autour de la flèche, et ses spirales se déroulaient en plein ciel. « Montons, dit mon oncle. »« Mais le vertige, répliquai-je. Raison de plus, il faut s'y habituer. Cependant... Viens, te dis-je, ne perdons pas de temps. Il fallut obéir. Un gardien qui demeurait de l'autre côté de la rue nous remit une clé, et l'ascension commença. Mon oncle me précédait d'un pas alerte. Je le suivais non sans terreur, car la tête me tournait avec une déplorable facilité. Je ne savais ni l'aplomb des aigles, ni l'insensibilité de leurs nerfs. Tant que nous fûmes emprisonnés dans la vis intérieure, tout alla bien, mais après 150 marches, l'air vint me frapper au visage. Nous étions parvenus à la plateforme du clocher. Là commençait l'escalier aérien, gardé par une frêle rampe, et dont les marches de plus en plus étroites semblaient monter vers l'infini. « Je ne pourrai jamais !» m'écriai-je. « Serais-tu poltron par hasard ? Monte !» répondit impitoyablement le professeur. Force fut de le suivre en me cramponnant. Le grand air m'étourdissait. Je sentais le clocher osciller sous les rafales. Mes jambes se dérobaient. Je grimpais bientôt sur les genoux, puis sur le ventre. Je fermais les yeux. J'éprouvais le mal de l'espace. Enfin, mon oncle, me tirant par le collet, j'arrivai près de la boule. « Regarde, me dit-il, et regarde bien. Il faut prendre des leçons d'abîme. » J'ouvris les yeux. J'aperçus les maisons aplaties et comme écrasées par une chute. Au milieu du brouillard, des fumées. Au-dessus de ma tête passait un nuage échevelé, et, par un renversement d'optique, il me paraissait immobile, tandis que le clocher, la boule et moi, nous étions entraînés avec une fantastique vitesse. Au loin, d'un côté, s'étendait la campagne verdoyante, de l'autre étincelait la mer sur un faisceau de rayons. Le Sund se déroulait à la pointe d'Elseneur, avec quelques voiles blanches, véritable aile de goéland, et dans la brume de l'Est ondulaient les côtes à peine estompées de la Suède. Toute cette immensité tourbillonnait à mes regards. Néanmoins, il fallut me lever, me tenir droit et regarder. Ma première leçon de vertige dura 1 heure. Quand enfin il me fut permis de redescendre et de toucher du pied le pavé solide des rues, j'étais courbaturé. « Nous recommencerons demain, » dit mon professeur. Et en effet, pendant 5 jours, je repris cet exercice vertigineux, et, bon gré mal gré, je fis des progrès sensibles dans l'art des hautes contemplations.